Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Future Leaders sur Madines. Madines, le média numéro 1 de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et Future Leader, c'est le rendez-vous des entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent le monde de demain. Dans cet épisode, je reçois Jonathan Kalfa, associé chez Seka. Seka, c'est de l'expertise comptable au service des entreprises et notamment des startups. Et justement, Jonathan, il nous parle de son parcours, mais il nous donne aussi des conseils. C'est tout de suite dans Future Leader. Bonjour Jonathan, merci d'être là. Merci Aude. Tu es expert comptable associé chez Seka et aussi avant tout investisseur. On va s'intéresser justement à tes deux casquettes. Peut-être un mot sur ton parcours, par où tu es passé. Tu es multi-entrepreneur, tu as un peu toujours eu ça dans le sang. Dans tes expériences précédentes, tu es passé par où, par quoi? Explique-nous. Moi j'ai un parcours assez simple d'expert comptable dans le sens où je me suis tout de suite dirigé en fait vers le parcours d'expertise comptable. Donc j'ai fait le processus assez classique, DCG, DSCG, DEC. J'ai été diplômé d'expertise comptable et je suis rentré dans le cabinet où je suis associé aujourd'hui, donc le cabinet CK. J'étais expert comptable stagiaire. Je suis rentré en 2015 et je me suis associé en 2017. Mais ce métier d'expert comptable, il t'a mené la fibre de l'entrepreneuriat aussi, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce que moi, à la base, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis pas entrepreneur du tout. En tout cas, je savais pas que je l'étais jusqu'à ce que je Ça s'est découvre ce réveillé. métier-là. Voilà, c'est ça. En fait, le fait de côtoyer des entrepreneurs, de rencontrer des chefs d'entreprise, de voir ce qu'ils étaient en train de faire au quotidien, ça m'a donné des envies. Et c'est pour ça qu'après, je me suis lancé aussi dans l'entrepreneuriat, en plus de mon cabinet Donc dans d'expertise quoi comptable. exactement? Par exemple, j'ai cofondé une boulangerie, une start-up dans le fitness avec un associé qui est coach, coach dans le sport. J'ai investi aussi dans des projets où je suis aujourd'hui au board. C'est assez large. J'avais envie de toucher à plein de choses. Et je me suis dit, en fait, même avant déjà de commencer mon parcours d'expertise comptable, j'ai travaillé dans une entreprise quand j'ai fait mon alternance. Et en fait, je voulais pas aller en cabinet tout de suite parce que je voulais être vraiment être imprégné de ce qui se passe dans une entreprise. Je me suis dit, je vais être expert comptable, je vais diriger et je vais conseiller des chefs d'entreprise. Si je n'ai jamais mis un pied dans une boîte, comment je vais me sentir légitime pour aller conseiller des chefs d'entreprise? Mais là, ça veut dire que dans la boulangerie ou dans la start-up de fitness, tu as été aussi acteur finalement derrière le comptoir, dans la salle de Exactement, gym. ouais, exactement. Ok. Par exemple, sur le projet de la boulangerie, toute la partie com Mm, market, j'y allais, je prenais des photos. Quand mm. mon associé, il préparait les viennoiseries, les pâtisseries, quand il fallait aller préparer l'inauguration, convoquer le maire, etc. Enfin, sur toutes ces démarches-là, en fait, j'étais pleinement impliqué, même sur le calcul des coûts de revient de chaque matière première, de chaque produit fini et tout. J'étais là au quotidien. Puis après, une fois que la boulangerie était sur des roulettes, on va dire, Mm. mon intervention, elle est beaucoup moindre parce qu'aujourd'hui, c'est mon associé qui gère ça. Mais Mm. ça m'a donné en fait une casquette un peu différente de la casquette d'expert comptable, puisque du coup, je me suis placé de l'autre côté. Et qu'est-ce que t'en as appris? Alors, on voit bien ce dont tu en as appris, mais comment tu l'as après retranscrit justement dans ta pratique de l'expertise comptable? En fait, j'ai très très rapidement compris en fait ce qu'attendait du coup le chef d'entreprise, parce que quand on est à sa place, du coup, Mm. on arrive mieux à appréhender en fait l'attente qu'on va avoir besoin de la part d'un expert comptable. C'est vrai que mon accompagnement, il a un petit peu évolué aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le business avant tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, des experts comptables qui passent leur temps à relancer les factures, parler de chiffres, compta. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait. Nous, Mm. aujourd'hui, notre vision chez CK, c'est ces trois piliers qui sont très forts. C'est la spécialisation, c'est l'ADN business, donc ce dont je suis en train de parler, et puis c'est la tech. Mhm. Mais on va en parler justement. Alors, CK, l'expérience CK, tu n'as pas exactement fondé CK, mais c'est tout comme aujourd'hui, tu l'as rejoint alors que c'était déjà créé. Mais qu'est-ce qui t'a plu justement dans le projet CK? C'est que ça allait plus loin que l'expertise comptable? Ouais, moi quand je suis arrivé chez CK, j'ai rencontré du coup les deux associés, les Ouais. vrais fondateurs, Mhm. Cédric et Daniel.
qui ont cofondé CK en 2001. J'avais 11 ans, donc quand on me dit que je suis cofondateur, c'est un drôle. petit peu tiré par les cheveux, mais du coup, j'ai rejoint cette équipe-là et puis j'ai perçu chez Cédric et Daniel vraiment une vision très différente des experts comptables que j'avais pu rencontrer, avec vraiment une volonté d'aller loin, de servir le client toujours mieux, toujours plus, de lui faire économiser de l'argent. Voilà, c'était vraiment les mots qui revenaient toujours, c'était d'aller au-delà. Cédric, il m'a appris par exemple ce que c'était que le vrai service luxe, parce qu'on a un positionnement premium, c'est le petit service auquel tu t'attends pas. Et c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça où je me suis dit, c'est rare d'avoir chez des experts comptables cette vision-là. Et c'est ce qui m'a donné envie justement de me développer au sein de cette boîte-là. Et donc, en fait, j'ai apporté des clients, je me suis vite associé. Et aujourd'hui, je suis un des 3 associés majoritaires de chez CK. Et alors, il y a les verticales, c'est ça, chez CK, notamment la verticale tech qui est très présente donc pour les start-upers. Qu'est-ce qu'ils ont quelles sont leurs demandes un peu spéciales? Comment tu les accompagnes? Déjà, juste pour expliquer pourquoi on a monté des verticales, parce que c'est important, je pense, c'est que quand on est expert comptable ou quand on fait de la comptabilité au sens large, on ne peut pas le matin travailler avec un artisan du bâtiment, le midi travailler avec un restaurateur et l'après-midi travailler avec un start-upper en connaissant les écosystèmes, chaque acteur, chaque point de douleur, le business model, etc. C'est tellement différent, ces activités qui sont tellement différentes que être expert comptable généraliste aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué pour délivrer. Même avec l'IA, c'est pas possible? Tu délivres pas suffisamment de valeur. Après, quand tu es en face de ton client, il faut lui délivrer de la valeur, quoi. L'IA, c'est bien, mais ça fait pas tout non plus. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment le premier point que je tenais à préciser parce que ça explique pourquoi, en fait, on s'est dirigé vers ces verticales métiers. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de verticales métiers, bâtiment, restauration, la tech, justement, la grande distribution, les pharmacies. Enfin, il y a toute une liste. Et donc, la tech, par exemple, forcément, il y a un langage particulier. Quand on parle avec un start-upper, il y a des anglicismes à connaître, il y a une façon d'agir qui est particulière, le modèle économique est souvent assez particulier, il y a des particularités aussi au niveau fiscal, par exemple, des sujets de R&D, de financement de R&D. Nous, on a créé une filiale qui fait du financement de la R&D, donc pour financer du CIR, du C2I et tous les sujets, les subventions tech, etc. Ouais. Voilà. Et voilà, ça, c'est des choses qu'on connaît quand on est spécialiste d'un domaine. Et toi, comment tu les aides? Quelle levée il y a justement dans la déjà création de l'entreprise et puis après gestion et comptabilité pour les entrepreneurs de la tech? Donc, ils ne sont pas forcément conscients en plus. Bien sûr, bien sûr. Les entrepreneurs de la tech, généralement, ça dépend à quel moment on va les rencontrer. Si on les rencontre à un stade très en amont du projet, donc là, à ce moment-là, oui, on peut les accompagner sur la création de l'entreprise, la rédaction d'un pack d'actionnaires, par exemple, mais aussi challenger le business model, parce que souvent, on a besoin de potentiellement pivoter au départ, etc. On est là pour challenger les chiffres. Voilà, c'est un ensemble, mais parfois on rencontre Donc il faut avoir une vision marché pour challenger les chiffres, par exemple, voilà, sur le business model. C'est ça. Et puis il y a challenger l'idée, challenger le modèle économique. C'est deux choses qui sont quand même très différentes. Et puis après, parfois on rencontre des start-upers qui sont déjà en activité, qui ont des boîtes qui font plus de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, du coup, l'accompagnement va être très différent. Parfois, ils ont besoin d'un accompagnement aussi, d'une direction financière externalisée, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de recruter un DAF, par exemple. Donc là, on peut intervenir aussi à ce moment-là. Parfois aussi, ils viennent de lever des fonds. Nous, on travaille avec des fonds d'investissement et donc parfois, on est positionné par les fonds parce que le fonds veut fiabiliser en fait la remontée d'informations financières entre l'entreprise et le fonds d'investissement. Donc, on peut mettre en place des KPI spécifiques, etc. Donc, ça dépend à quel stade de maturité, en fait, on va intervenir sur le projet.
Et le but, c'est de leur apporter déjà de l'information sur les choses dont ils ne savent pas. Tu parlais des subventions, par exemple, pour l'innovation, mais est-ce que c'est aussi de leur faire gagner de l'argent sur l'optimisation fiscale, par C'est exemple? ça, ouais, exactement. Nous, Mm. aujourd'hui, on se revendique comme un centre de profit. Mm. On dit qu'on n'est pas un centre de coût. Quand tu viens chez CK, on va te faire économiser de l'argent. C'est une certitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'en face de moi, on peut mettre n'importe quel entrepreneur, je vais lui trouver une niche fiscale, un levier d'optimisation, je vais trouver quelque chose, que ce soit à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, sur les charges sociales, je trouverai quoi qu'il arrive quelque chose parce que ça c'est vraiment notre cœur de métier. On a un pôle conseil chez nous. Moi j'ai un de mes associés qui est spécialisé là-dedans, Adil, qui est vraiment excellent et qui va nous chercher toutes les niches qu'on est capable d'aller trouver. Et donc quand on a une startup qui vient nous voir, alors quand c'est une startup qui ne génère pas de revenus encore, qui est vraiment dans un niveau où on dépense de la R&D, Mm. etc., on peut se dire, bon, bah, il n'y a rien à optimiser. Mais en fait, si, parce qu'un crédit impôt recherche, ça peut s'optimiser, un crédit impôt innovation, ça peut s'optimiser. Et donc, tout ça, c'est des leviers sur lesquels on peut travailler. Mhm. Et donc, tu es aussi investisseur. On va parler de ton autre casquette. Tu aides donc aussi à la création d'entreprises en investissant dans des boîtes. Tu es présent au board, donc tu aimes vraiment conseiller en fait l'entrepreneur. Ça représente combien de pourcents de ton temps aussi, peut-être une idée des tickets que tu as mis dans combien de boîtes? Oui, bien sûr, ça doit représenter allez, maximum 10% de mon temps. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je focalise quand même l'essentiel de mon temps sur mon activité principale, donc sur CK. Et les tickets, ça va de 15 000 à Mhm. 200 000 euros. J'ai investi dans une quinzaine de boîtes jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance de ne pas rencontrer de casse pour le moment, Mhm. en tout cas. J'ai même connu des très belles success stories. La première boîte dans laquelle j'ai investi, c'était en 2016. C'est une boîte qui était valorisée 2 millions, qui aujourd'hui est valorisée 150 millions. Je suis encore dedans. Mhm. Je suis pas sorti. Donc D'accord. pour l'instant, j'ai pas encore matérialisé ma plus-value, s'il y en a une. Oui. Mais voilà, il y a des belles histoires. Oui. Et c'est quoi les secteurs dans lesquels tu n'irais pas, que tu veux absolument, enfin, tu te trouves pas investissable, en tout cas toi, ça te fait peur? Alors, c'est très paradoxal parce que j'adore la tech, Ouais. mais aujourd'hui, je n'investis presque pas dans les projets où il y a une forte dimension d'IA. C'est bizarre, mais en Mhm. fait, c'est parce que mon avis, c'est que ça évolue tellement vite qu'aujourd'hui, si je rencontre pas une équipe qui est vraiment hyper performante et qui est très complémentaire, qui va pouvoir pivoter très vite et aller de plus en plus Mhm. loin, bah, je vais pas y aller parce qu'un projet qui sort en janvier 2026 peut être obsolète en juillet 2026. Donc j'ai plus de réticence sur ces projets-là. Et ceux vers lesquels tu vas généralement, c'est lesquels? Bah, du coup, depuis quelques temps, j'avoue que je vais plus sur des projets qui sont autour de mon activité Mm. principale. Donc, par exemple, là, récemment, j'ai investi dans une boîte d'IA, justement, la seule dans laquelle j'ai investi, parce que c'est lié à mon activité principale, c'est lié à l'expertise comptable. Mm. Et donc, ça a du sens pour moi, parce qu'en plus, c'est des boîtes que je peux faire Oui, travailler tu avec mon connais bien. cabinet. Et étant donné que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une audience aussi d'experts comptables qui me suivent, bah, je peux aussi positionner les projets sur lesquels j'investis. Alors, la règle d'or pour toi pour investir, c'est quoi? Est-ce qu'on mise tout sur l'équipe? Parce que finalement, les chiffres, toi, tu arrives aussi à faire en sorte que ça marche bien. Donc, finalement, il y a l'humain qu'on ne peut pas changer. L'humain, ça ne bougera jamais. Moi, Ouais. depuis le début, j'ai très vite compris que c'était ça le levier le plus Mm. important. Et heureusement, parce que la première boîte sur laquelle on a investi, justement, qui vaut 150 millions aujourd'hui, on a investi avec mes associés. Le projet n'a strictement rien à voir avec ce qu'il était en 2016. En 2016, on a investi sur un PDF Oui, et d'accord. qui aujourd'hui n'est plus du tout le même modèle qui était prévu aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que une équipe extraordinaire, on plaçait vraiment une grande confiance, on ne s'est pas trompé. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important aujourd'hui quand on est investisseur parce que, comme je disais tout à l'heure, la Mm. tech ça va très vite et il faut des équipes qui soient très complémentaires et très, comment dire, réactives quoi. Dans les erreurs que tu as pu voir, par exemple, dans les levées de fonds, est-ce qu'il y a des... c'est quoi l'erreur généralement des startups qui vont brûler des fonds, cramer leurs fonds? Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Oui, bah, je pense qu'il y a déjà une première erreur, parce que ça, on l'entend souvent, c'est de rater sa première levée de fonds, parce que parfois, elle est mal dimensionnée.
Et c'est vrai que je rencontre Mais ratée dans quel sens du coup? parce qu'en fait, elle est parfois soit sous-estimée, soit surestimée. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Quand elle va être sous-estimée, généralement, c'est-à-dire qu'on va devoir relever très vite. Et parfois, on n'a pas la traction qui fait qu'on va aller chercher justement des acteurs C'est un mauvais intéressants. signal. C'est un très mauvais signal. Ou alors, parfois, bah, elle est mal dimensionnée. À l'inverse, on a été chercher trop de cash, on s'est trop dilué. Et au final, ce cash, on n'en avait pas forcément autant besoin, autant en amont, on va dire, aussi tôt dans le projet. Et donc, c'est quelque chose qui aurait pu être étalé dans le temps. Donc, je pense que le vrai conseil, c'est surtout de réussir à bien dimensionner sa première levée. Parce que la première levée, souvent, elle conditionne la suite. Hein. Et donc, c'est pour ça que là, encore une fois, bah, les chiffres sont importants. Faut Quand on lève budgétiser. on lève des fonds, il faut savoir ce qu'on va en faire. Et il faut un budget précis, quoi. Et alors, est-ce que c'est une bonne idée de recruter ou est-ce qu'il faut plutôt attendre? C'est quoi ton conseil? Ah bah là après ça dépend des projets hein, mais c'est vrai que moi je suis plutôt de la team recruter le plus tôt possible pour vous décharger à fond sur vos équipes pour pouvoir vous concentrer sur bah, le développement de votre business. Parce que c'est vrai que parfois on rencontre aussi des entrepreneurs qui génèrent des revenus, font un petit peu de résultats très rapidement, mais du coup qui ne recrutent pas justement par peur d'aller bouffer cette marge-là qui est générée, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. La réalité, c'est mieux vous recruter et faire ces efforts-là dès le début, recruter les bonnes personnes, Et bien un sûr. DAF, Mais bon, j'imagine aussi, pour gérer le côté pourquoi pas, mais financier. c'est vrai que dans un premier temps, c'est pas le conseil que je donnerais. J'irais plutôt dire voilà, recruter sur le produit, recruter sur le market. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment importantes. Si vous avez besoin d'un DAF, il existe aujourd'hui des solutions de DAF externalisées. Vous pouvez prendre un DAF 2 jours par semaine, 1 jour par mois, 2 jours par mois. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des boîtes qui viennent nous voir et qui lèvent des fonds, bah, souvent c'est voilà, concentrer votre cash sur le market et le produit. Oui, privilégier la flexibilité peut-être pour les fonctions qui sont Les fonctions support. support. Ouais. Et toi qui vois aussi beaucoup de projets et côté comptable, qui a une bonne vision, c'est quoi la méthode de rémunération des associés, des salariés la plus optimale, celle qui va intéresser tout le monde en fait? En fait, quand on a une boîte qui génère des revenus, on a une boîte profitable, qu'on est sur une vitesse de croisière et que on maîtrise nos charges fixes, etc. Il existe en France deux grands schémas. On a soit on est travailleur non salarié, donc on dépend de l'URSSAF des indépendants, ou soit on est assimilé salarié, mandataire social d'une SAS, et donc là on dépend de l'URSSAF du régime général. Ça c'est les deux grands schémas en fait en France qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une start-up, elle va se diriger vers une SAS parce qu'il y a la flexibilité des statuts, c'est facile de faire rentrer des personnes de l'extérieur dans son capital, etc. Mais le statut du chef d'entreprise, il est hyper important parce que c'est là, en fait, où on a des vrais leviers d'optimisation. Et donc, on sait qu'un travailleur non salarié, pour la partie rémunération, va coûter 2 fois moins cher qu'un assimilé salarié. Par contre, il existe un modèle un peu hybride avec un schéma très spécifique où aujourd'hui en France, dans certaines conditions, on est capable d'avoir quasiment pas de charge sociale sur sa rémunération. Je parle pour les dirigeants. Mais ça, c'est voilà, c'est dans certains cas et avec un modèle très spécifique. En tout cas, ce que je peux conseiller à tout le monde, qu'on soit start-upper ou pas, n'importe quel entrepreneur, quand vous voulez choisir votre statut, sachez que ce n'est pas définitif. Ça peut être changé en cours de vie de l'entreprise, mais il faut faire des simulations. Simulation fiscale, nous, on en fait gratuitement quand on a des prospects qui viennent nous voir parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est unique sur le marché qui permet d'aller chercher le maximum d'économies et tout le temps. Et du coup, bah, cet outil-là, nous, on le met à disposition de nos équipes pour qu'elles puissent faire des simulations pour nos prospects. Donc, l'idée, c'est ça. C'est quand vous avez la possibilité de vous payer, faites une simulation, essayez de voir s'il y a des leviers d'optimisation à aller chercher, aussi bien sur les charges sociales que sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés. Et alors, une autre de tes activités, tu publies du contenu. Alors, c'est lié à l'expertise comptable. On te retrouve sur LinkedIn, là, c'est assez commun, mais aussi maintenant sur Instagram. Exactement. En fait, j'ai commencé à publier du contenu il y a à peu près 2 ans sur LinkedIn. Donc, c'est du contenu pédagogique pour les entrepreneurs, mais aussi pour les experts comptables.
il y a aussi parfois où des petits posts où je fais des petits coups de gueule. Je suis un peu connu comme ça parce que j'ai un franc-parler et je suis très brut, on va dire. Je mets pas toujours les formes, mais ça me caractérise et on ne changera pas. Et du coup, je commence à publier aussi sur Instagram et sur YouTube. Alors YouTube, en fait, on a un podcast qu'on a lancé il y a 1 an et demi de ça. On a eu des très très beaux noms, des grands entrepreneurs français et françaises. On a eu franchement de super retours. Là, la chaîne change de nom. Elle s'appelait Podcast Multi parce qu'on faisait intervenir des multi-entrepreneurs. Aujourd'hui, ça devient la chaîne officielle du cabinet CK. Donc on l'a changé, on l'a brandé CK. Et donc, il y aura plusieurs formats. Il y aura du podcast, mais il y aura aussi de la vidéo un peu long format où, par exemple, là, je lance un concept où je débunk des notions. Par exemple, je débunk 10 croyances sur le contrôle fiscal. Je débunk 10 croyances sur l'obtention d'un prêt bancaire. Et en fait, je vais faire un peu de contenu comme ça, donc pédagogique, un peu sympa, assez naturel et détaché, pas quelque chose de trop lourd à digérer. Et ça va être relayé également sur Instagram. Donc ça va être nouveau pour moi en 2026. On va me retrouver du coup un peu plus sur Instagram et toujours autant sur LinkedIn. Et quand c'est des coups de gueule, c'est à propos de quoi? Les coups de gueule, c'est souvent à propos du système français. Non, je sans suis blague. Hein Sans blague. Je suis très révolté parce que d'ailleurs j'ai fait un post il n'y a pas longtemps qui a vraiment explosé sur LinkedIn où je raconte en fait ce que je vis au quotidien quand je vois mes clients entrepreneurs qui veulent quitter la France, et ça me fait mal en vrai, et c'est une question qu'on se pose tous et on s'est tous posé alors qu'on aime la France, et je trouve ça triste d'en arriver là. C'est qu'aujourd'hui moi mes clients ils me disent tous: j'ai l'impression d'être une vache à lait, ça me dérangerait pas de payer des impôts, mais j'aimerais voir ce qu'il y a en face. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, c'est un petit peu ça que je revendique sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu la voix de mes clients entrepreneurs. Et parfois, ça plaît, parfois, ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est ce que je vis au quotidien. Et moi, je trouve ça dommage d'en arriver là. Alors, tu es arrivé chez CK en 2015, tu as été associé 2 ans plus tard. Comment ça s'est passé pendant ces années-là? Et puis, comment s'est développé CK aussi dans le même temps? Quand je suis arrivé, en fait, je me suis dit comment je vais faire la différence par rapport aux autres. Et donc, je me suis dit, vu que j'ai des patrons qui sont des hommes d'affaires, je vais leur ramener du business. Donc, j'ai ramené des clients. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils m'ont dit, puisque tu ramènes des clients, est-ce que tu veux t'associer? Je me suis associé rapidement. Et en 2017, on était, je pense, une trentaine. Aujourd'hui, on est 130. Donc, il y a une grosse quand même, on a une belle croissance. Une croissance qui s'est faite au fil de l'eau. Comment elle s'explique aussi par justement cette notion de vertical métier. Aujourd'hui, on a des centaines de clients dans la tech, on a des centaines de clients dans la restauration, des centaines de clients dans le BTP. Et en fait, il y a une recommandation de nos clients qui est très, très, très forte. Alors, on fait du marketing, mais ce n'est pas notre levier d'acquisition principal. Aujourd'hui, le bouche à oreille, la recommandation client reste notre levier d'acquisition principal, vraiment numéro 1. Déjà, ça montre que nos clients sont satisfaits de nos services et que le pari qu'on a fait de spécialiser en fait nos équipes a été la bonne chose à faire, puisque aujourd'hui, quand on se dit qu'un entrepreneur dans le bâtiment ou dans la tech, dans son réseau, il va avoir des entrepreneurs dans le bâtiment ou dans la tech. Généralement, on traîne avec les gens qui font la même chose que nous. Et donc, forcément, quand nos prospects, nos clients sont fiers de travailler avec nous, sont satisfaits, ils nous recommandent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a gravi les échelons petit à petit et qu'on est passé très rapidement de 30 à 50 collaborateurs, puis de 50 à 100 collaborateurs. Et puis aujourd'hui, on est 130 et je pense qu'on va très, très vite atteindre les 200 collaborateurs. Et on verra où ça va nous mener. Le parcours s'est fait comme ça. Merci beaucoup, Jonathan Kalfa, donc associé chez CK. Merci à toi pour cet entretien. Merci, Aude. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Madines.